ARIA organise tous les 2 ans son congrès. Donc, on aura la 9e édition qui se tiendra sur le site de Rexpo, donc du 3 au 5 octobre 2024, et où vous êtes bien évidemment tous cordialement conviés pour partager 2 jours et demi de partage de connaissances autour de la dentisterie digitale. Voilà. Donc du 3 au 5 octobre 2024 à la cité, sur le site de Rexpo, pardon. En parallèle, ARIA organise aussi d'autres événements qui rentrent dans le cadre du programme ARIA s'invite chez vous, de type journée de formation, soirée after work, soirée conférence, dans une ambiance assez conviviale et assez sympa. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour avoir les informations et nous rejoindre sur ce type d'événement-là. Et troisième volet, ARIA a aussi vocation à publier du contenu scientifique en ligne, comme va le présenter le docteur Blavignac ce soir, ou par l'intermédiaire de petites formations un peu plus courtes sous la forme de capsules vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir accès à ce contenu scientifique, à nous suivre sur la chaîne YouTube ARIA et ou sur nos réseaux sociaux. Voilà, je ne monopoliserai pas plus la parole. Je vous remercie encore d'être ici et nous allons rentrer dans le vif du sujet, donc avec ce nouveau webinaire ARIA qui va être présenté par le docteur Jeanne Blavignac, donc chirurgienne dentiste, si je dis pas de bêtises, à Chalon-sur-Saône, C'est ça. euh, depuis maintenant 6 ou 7 ans à peu près, hein, c'est ça? 7 ans. 7 ans, voilà. Et qui va nous présenter un sujet tout à fait intéressant euh, sur la CFAO Direct et notamment comment elle a intégré cette CFAO Direct, donc ce chairside, dans son cabinet dentaire et comment elle le met en œuvre au quotidien à travers différentes illustrations cliniques. Donc, au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat euh, et nous y répondrons au cours de la présentation, euh, et c'est moi qui transmettrai les questions à Jeanne, ou bien en fin de présentation, nous aurons un temps d'échange, de questions-réponses. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin si vous souhaitez échanger directement avec Jeanne. Voilà. Jeanne, merci encore d'avoir accepté de présenter ce webinaire ce soir. Et puis, Merci à toi de m'inviter. au nom de tout le comité ARIA, on est très heureux de t'accueillir et puis de te revoir peut-être sur d'autres événements après, mais on Merci. communiquera là-dessus un peu plus tard. Voilà. Je te laisse la parole. Merci à toi. Merci, Benjamin. Alors, est-ce que le partage d'écran fonctionne? Ouais, c'est tout bon? Tout marche Tac, très bien. nickel. Alors, on va voir un peu comment intégrer la CFAO dans un planning d'omnipraticien. Donc, tu m'as devancé, mais voilà, je voulais te remercier, Benjamin, pour cette invitation, ainsi que tous les membres qui ont organisé le webinaire et notamment Génération Événement pour la communication. C'est hyper sympa. Alors, juste avant de commencer, rapidement, donc moi je suis omnipraticienne, effectivement, à Chalon-sur-Saône. Je le précise parce que ça aura une petite importance plus tard. Et puis en fin d'année, j'exercerai sur Bordeaux, normalement, si tout va bien. Je suis associée depuis maintenant 7 ans et j'ai un exercice qui est orienté sur les réhabilitations cosmétiques, sur l'esthétique et sur les collages. Et donc, j'ai intégré parallèlement la CFAO au cabinet à mes débuts, donc il y a 7 ans. Alors, rapidement, on va voir donc ce qu'est la CFAO. On met très rapidement. Ensuite, je vais vous présenter les différentes séquences de travail sur toute la chaîne CFAO et puis voir aussi comment on intègre ces différentes étapes dans son planning d'omnipraticien. Souvent, c'est des questions qui reviennent. Les gens n'ont pas envie de se lancer dans tout ce qui est CEREC parce qu'ils trouvent ça trop chronophage. En fait, je vais vous montrer que pour la plupart des cas, ça s'intègre complètement dans notre planning. Donc, je vais vous montrer des cas cliniques quotidiens. C'est vraiment les cas qui sont réservés au CEREC.
les cas qui sont complètement adaptés à ce genre de pratique. Et puis, je vous présenterai très rapidement des cas cliniques un petit peu plus évolués. Bon, c'est pas forcément les premières indications, mais c'est bien de savoir ce qu'on peut faire aussi. Donc, on conclura un peu sur les avantages et les inconvénients de la CFAO au cabinet. Alors, donc déjà la CFAO, donc c'est la conception et la fabrication assistée par ordinateur. La dentisterie par CFAO, elle a été mise au point par le professeur François Duré en 74 et c'était un professeur de Lyon. Et voilà pourquoi je parlais de ma ville. Il était originaire de Chalon-sur-Saône. Ça vous fait une bonne raison de savoir le situer sur la carte maintenant. Alors, ça va permettre la conception et l'usinage des prothèses unitaires. Alors, surtout les petites prothèses type inlay, onlay, overlay, que moi, je colle tout le temps dans la séance. J'ai pas du tout de phase de temporisation pour ces éléments prothétiques. Ça va permettre également d'usiner les couronnes unitaires ou alors les prothèses plurales, les petites prothèses comme les couronnes solidarisées ou les bridges de 3 éléments. Il existe des lingotins de céramique beaucoup plus larges, beaucoup plus grands, qui permettent aussi d'usiner des bridges avec plusieurs inters. Pour moi, je trouve que c'est déjà moins indiqué. On peut aussi réaliser des facettes. Bon, pareil, je pense que l'indication est moins bien posée, mais c'est possible. On va pouvoir usiner plusieurs types de céramique. Donc, il y a 4 grands matériaux importants qu'on va retrouver dans quasiment tous les cabinets. Le disilicate de lithium, les lingotins de céramique feldspathtique, la zircone et les céramiques hybrides, les matériaux hybrides comme l'énamique. C'est les 4 principaux. Une fois que la prothèse a été usinée, on peut décider soit de la maquiller, et c'est ce qu'on fera à 99%, mais il faut savoir qu'on peut aussi s'en servir comme une chape et on peut la stratifier. Ou alors, donc ça, on en reparlera, mais c'est pareil, moins adapté en cabinet, mais c'est possible. Ou alors, un intermédiaire, c'est le cutback qui consiste à stratifier uniquement certaines zones de la céramique, comme par exemple le bord livre des incisives, si on veut faire un bord un peu plus translucide. Bon, gros avantage, on peut soit décider de l'assembler en une seule séance, soit différer la pause. Et à l'heure actuelle, il y a plusieurs types d'usineuses ou plusieurs types de logiciels de caméras sur le marché, mais il n'y a qu'un seul système qui a un flux numérique qui est complet, qui fonctionne tout par Wi-Fi et qui est simple, c'est le système CEREC. Voilà, ce sera le seul système où le logiciel de conception est directement relié à l'usineuse, etc. Et où c'est un flux qui est vraiment très simple pour les omnipraticiens. Alors, comment ça se passe au niveau d'une séance? Bon, on a reçu le patient, on a fait le questionnaire, il a signé le devis, tout va bien. On commence la séance toujours par le relevé colorimétrique de la couleur que l'on souhaite obtenir. C'est important de le faire en début de séance. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de teintier, je vous les présenterai tout à l'heure. Toujours en début de séance pour s'affranchir de la déshydratation des dents. Ensuite, on prépare sa dent, on la reconstruit. À ce moment-là, moi, quand j'ai fini ma préparation, c'est là que je détermine le bloc de céramique que je vais utiliser. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, on prend l'empreinte optique. On conçoit la prothèse sur le logiciel qui est intégré dans sa caméra. On envoie tout ça à l'usinage, à l'usineuse donc, qui se situe dans le cabinet. Ensuite, une fois usinée, on récupère la prothèse, on la maquille, on la stratifie. Ensuite, on la cuit, on fait les vitrifications et ensuite, on colle. Alors, pour les petits éléments prothétiques, moi, c'est comme ça que je me suis organisée. Donc, le patient arrive, on commence par prendre la couleur en début de séance. Ensuite, j'attaque ma préparation dentaire. Une fois que la préparation dentaire est réalisée, donc je connais la couleur que je souhaite obtenir, je connais la couleur de mon moignon dentaire, de mon substrat dentaire, et je connais l'épaisseur finale de ma céramique puisque je viens de préparer la dent. Donc là, le petit monsieur que vous voyez avec les lunettes, c'est Quentin, c'est mon assistant. Donc en général, je finis ma préparation, je pose mon cordonnet rétracteur ou mon expasile, enfin en tout cas, je fais l'hémostase gingivale. Et pendant ce temps, lui va m'installer le bloc dans l'usineuse. Donc, je lui indique la taille, la translucidité, le matériau que je souhaite prendre et il me l'installe dans l'usineuse. Ensuite, il revient, on prend ensemble l'empreinte optique. Donc, je bouge mon truc. Hop, voilà. On prend ensemble l'empreinte optique et ensuite, on débouche sur le logiciel de conception.
Alors moi, la conception de la prothèse, c'est simple, ça prend 2 à 3 minutes maximum pour une prothèse unitaire, pour un élément postérieur, et je le fais pendant le temps dans le temps de prise de ma provisoire. Je réalise les provisoires par isomoulage, donc je remplis ma clé de résine et pendant que la provisoire prend, je réalise la conception de ma prothèse. J'envoie à l'usinage, donc là, le patient, il est toujours sur le fauteuil, j'ébarde ma provisoire, je lui mets la provisoire. Le patient part. Quentin va récupérer la prothèse qui a été usinée et ensuite il me la range dans un petit pot avec le nom du patient. Et dès que j'ai un peu le temps, alors généralement, moi je le fais entre deux patients pendant qu'ils nettoient mon fauteuil, si je ne tourne pas sur plusieurs fauteuils, je maquille ma dent, je lance la cuisson pendant ce temps, moi je vois d'autres patients. Quentin récupère la dent, la nettoie, la range dans son pot et ensuite me la met dans mon tiroir de prothèse à poser. Et puis ensuite, on débouche sur la pause et on recommence. Voilà, en gros, c'était juste pour vous montrer que pour une prothèse unitaire, je vais vous montrer des cas cliniques après, mais pour une molaire, une prémolaire, je perds absolument pas de temps. Tout se fait dans la séance de travail. La prise d'empreinte optique, c'est pas plus long qu'une prise d'empreinte en physique. La conception de la prothèse, donc le design prothétique, je le fais pendant que ma provisoire prend. Et ensuite, les temps d'usinage, les temps de cuisson, de toute façon, ils sont rentabilisés puisque je vois d'autres patients pendant ce temps. Voilà, et c'est vraiment pas, pour le coup, c'est vraiment pas chronophage. Alors moi, j'ai mon assistant qui s'occupe de créer le dossier patient, qui s'occupe de lancer l'usinage, d'aller chercher la prothèse, de mettre le lingotin de céramique, de me rentrer les références de la céramique dans le dossier de patient. Il s'occupe un peu de tout ce qui est administratif à côté. Mais sinon, en termes de clinique, ça ne me prend pas plus de temps. Alors, si on détape un petit peu les différentes étapes, si on les détaille un peu, voilà, pour la prise de la couleur, il y a quelques teintiers à avoir. La plupart, je pense que vous les avez déjà tous, mais c'est aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel supplémentaire pour instaurer le chairside au cabinet. Donc, le premier teintier, je pense, qui est indispensable, c'est le teintier Natural Dye commercialisé par Ivoclar. Et c'est le teintier qui va permettre d'enregistrer la couleur du substrat dentaire. Voilà, donc c'est un teintier universel. Moi, je le transmets toujours quand je fais des prothèses avec le prothésiste. Maintenant, par habitude, je ne prends plus du tout la couleur du substrat quand je suis en clinique, mais c'est quand même très bien de l'avoir. C'est ce qui va déterminer, par exemple, la translucidité du matériau que vous allez choisir. Ensuite, un deuxième teintier, nous, on l'appelle le teintier Sérec. Ce sont pareil, commercialisés par Ivoclar, ce sont des teintiers qui sont fabriqués par la marque et qui correspondent aux lingotins de céramique qui sont commercialisés. Donc, très souvent, ce sont des teintiers basés sur la classification Vita classique avec 4 familles colorimétriques, A, B, C et D. Et puis, vous avez HT pour la haute translucidité et LT pour la basse translucidité. Et l'avantage de ces teintiers, c'est qu'une fois que la dent est préparée, vous pouvez très bien les appositionner sur votre substrat dentaire pour avoir une idée du rendu final. Voilà. Tac. Le teintier Vida 3D Master, bon, celui-là, je pense qu'on l'a tous. C'est le teintier qui est le plus précis parce qu'on a un enregistrement tridimensionnel de la couleur, hein, la teinte, la saturation et la luminosité. Et c'était juste pour vous montrer que Vita a aussi sorti des blocs de céramique, on le verra tout à l'heure, qui sont adaptés à leur teintier. Tac. Et alors ensuite, moi personnellement au cabinet, quand je fais des dents postérieures, je marque juste des annotations dans le dossier du patient. En général, je marque par exemple sillon coloré, pointe cuspidienne blanche, etc. Quand c'est des dents antérieures, je prends systématiquement une photographie et puis je me fais un schéma de teinte. Généralement, il n'y a que moi qui le comprends, mais un schéma de couleur que je puisse reproduire plus tard si je maquille pas la dent directement après avoir vu le patient. Voilà, il y a d'autres moyens d'enregistrer la couleur. Alors, j'ai pas mal de confrères qui le font au spectrophotomètre. Moi, je trouve ça bien moins évident quand on fait de la CFAO. Bon, déjà, ça enregistre plusieurs zones de la dent. C'est pas forcément reproductible sur le lingotin de céramique, mais il y en a qui utilisent ça. Et après, tout ce qui est protocole e-lab, etc., c'est beaucoup plus poussé. C'est très, très pratique quand on fait de l'esthétique et quand on veut communiquer avec le prothésiste, mais ça n'a aucun intérêt de le faire quand on fait de la CFAO direct. Alors, le choix du bloc.
Bon, là, c'est pareil, c'est des petits rappels. Donc, il y a plusieurs types de matériaux commercialisés par une multitude de marques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils seront tous classés par translucidité. On va de la haute translucidité à la basse translucidité, LT, High Translucidity, Low Translucidity, médium pour pour la translucidité intermédiaire. Donc ça va dépendre de l'épaisseur de votre céramique, l'épaisseur du matériau et de la couleur du substrat. Si on veut masquer un amalgame, on va prendre du LT, du low translucidité. Si on a une belle couleur de substrat dentaire ou qu'on réalise des prothèses qui sont fines, on partira sur du HT. Il y a aussi HO et MO, ça c'est haute opacité, médium opacité. On en a beaucoup moins en cabinet, c'est réservé aux éléments qui vont nous servir de chape. Donc ça veut dire qu'il faut les stratifier derrière. Donc moi j'en ai très peu au cabinet. Ensuite, les blocs vont être classés par taille. Alors, I pour inlay, C pour crown et B pour bridge. La taille du bloc va dépendre tout simplement de la taille de l'élément prothétique à usiner. En général, une couronne, ça rentre soit dans un I12, soit dans un C14. Donc ça, c'est le logiciel qui vous détermine la taille minimale de bloc à utiliser. Quatre grands matériaux, c'est ceux que j'ai évoqués en début là. Le disilicate de lithium, c'est celui qu'on utilise le plus. On le connaît sous le nom d'IMAX. En fait, c'est le disilicate commercialisé par Ivoclar. Moi, j'utilise aussi beaucoup de blocs feldspathiques. Il y en a deux que j'utilise particulièrement. C'est les Empress de chez Ivoclar et les Trilux Forte de chez Vita. Et l'avantage de ces blocs-là, c'est qu'ils peuvent être dégradés déjà dans la masse. C'est pas un bloc uniforme, c'est un bloc qui va présenter plusieurs strates de saturation. Et en fait, les blocs sont directement dégradés, il n'y a plus qu'à les maquiller. Et quand on fait plusieurs prothèses antérieures, il y a vraiment un rendu qui est joli. Alors moi, je préfère le Trilux Forte de chez Vita parce que la saturation entre les strates, elle est plus marquée que dans les empresses multi. Mais bon, voilà. Il y a Vita qui a sorti les Mark II qui sont des blocs d'une seule couleur, Ivoclar les empresses, etc. Alors la zircone, moi, j'en usine pas au cabinet. Tout simplement parce que ça nécessite un deuxième four. C'est pas le même four de cuisson, donc il faut deux types de matériel. Et très souvent, c'est bien d'avoir une deuxième usineuse. Déjà parce que ça abîme beaucoup les fraises. C'est un matériau qui est relativement dur à usiner. Et ensuite parce que ça salit beaucoup avec la poudre de céramique. Donc il faut nettoyer entre chaque couronne. Donc moi, les praticiens que je connais qui usinent de la zircone, en général, ils ont deux usineuses et donc deux fours. Et ensuite, les matériaux ethniques comme les naniques, j'en utilise pas énormément, j'en suis pas forcément fan, mais pareil, c'est très utilisé par certains dentistes. Donc, je vous ai mis un petit tableau avec toutes les marques et tous les blocs de céramique qui sont commercialisés. C'est un tableau qui est issu du dernier livre de Jean-François Lasserre, Fusion. Bon, voilà, mais les principaux, c'est IMAX, Empress et Trilux Forte. Une fois qu'on a inséré le bloc, on réalise la conception de la prothèse. Alors, c'est un logiciel qui est directement intégré dans la caméra. C'est un logiciel qui est très simple d'utilisation, mais qui va quand même permettre de faire varier les degrés de morphologie. Ça n'a rien à voir avec Exocad et c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Donc, le temps de conception, il va être dépendant forcément du nombre de pièces prothétiques à concevoir. C'est plus facile d'en faire une que d'en faire quatre. De la localisation de la restauration, on prendra plus de temps sur une incisive que sur une molaire. Et évidemment, de l'habitude du praticien. Donc, pour une dent postérieure unitaire, une molaire, une prémolaire, moi je vous dis, c'est 3 minutes, 2 à 3 minutes, le temps de prise de la résine provisoire. Ensuite, on lance l'usinage. L'usinage, il va dépendre de la taille de la pièce prothétique. Un inlay, il faut compter à peu près 3 à 7 minutes. Une couronne, une petite dizaine de minutes. Un bridge, un peu plus, un quart d'heure. Ça va dépendre de la régularité de la préparation. Moins il y a de bords, plus c'est lisse et plus ça va vite. Et effectivement, du bloc et du matériau choisi, vous mettrez plus de temps à usiner de la zircone qu'à usiner de la feldspathique. Donc voilà, une dent postérieure unitaire en IMAX, c'est à peu près 10 minutes, 10-12 minutes. Une fois que vous avez récupéré votre élément prothétique, le maquillage. Alors encore une fois, le maquillage, c'est très rapide quand on appositionne des colorants. Quand on réalise du cutback ou de la stratification, c'est beaucoup plus long. Et c'est là que c'est peut-être moins indiqué pour les sérikistes, mais ça reste possible. Il va dépendre des caractérisations dentaires à reproduire et il est opérateur dépendant. En général, moi, je suis à peu près sur 5 minutes pour le maquillage. Le temps que mon assistant désinfecte le fauteuil, quoi, quasiment.
Il en existe plusieurs types. Alors moi, j'utilise des maquillants commercialisés par Ivoclar aussi. Ce sont des maquillants tout prêts en seringue avec plusieurs couleurs. Vous pouvez les mélanger pour obtenir d'autres couleurs, mais vous avez aussi des maquillants qui se présentent sous la forme poudre plus liquide. Ça, après, c'est comme vous voulez. Ils se mettent toujours avant cuisson. Je précise quand même. Donc, on maquille la dent et ensuite on cuit. Soit on peut appositionner les maquillants, mettre de la glasure et faire qu'une seule cuisson. En général, moi, c'est ce que je fais, ça va plus vite. Soit on peut très bien décider de maquiller la dent et ensuite de la glacer ou de la vitrifier. Et on fait deux cuissons dans ce cas-là. Voilà. Donc en général, moi, je récupère mes prothèses, je retravaille les lignes de finition à la fraise à céramique. C'est plus précis qu'uniquement sur le logiciel de conception. Ensuite, j'appositionne les maquillants et je vitrifie. Il existe aussi des poudres de stratification. Donc, il y a des coffrets qui sont directement tout faits, avec des poudres à stratifier pour les mailles, des poudres absorbantes qui absorbent la lumière et des poudres au contraire qui vont réfléchir. Vous pouvez faire des stratifications complètes sur chape. Par contre, c'est beaucoup plus long. En général, on n'est pas du tout formé pour ça. Un prothésiste le fera toujours mieux que nous. Et en plus, ça nécessite d'avoir un modèle physique. Ça veut dire qu'il faut imprimer votre modèle en 3D au cabinet ou bien demander à votre prothésiste de couler le modèle pour que vous puissiez positionner vos facettes ou vos couronnes sur un modèle physique. Donc là, pour moi, je trouve qu'on perd quand même l'intérêt de la CFAO, mais c'est possible. Par contre, ce que je fais beaucoup, c'est du cutback. Donc, c'est-à-dire que je soustrais un peu de céramique à la pièce prothétique que j'ai usinée, soit directement après usinage ou soit avant d'usiner sur le logiciel de conception, on en reparlera. Et je la positionne. Alors, très souvent, j'utilise les mêmes, hein, c'est le diamond et puis c'est l'aqua, qui sont des céramiques qui vont donner un bord translucide ou un peu irisé. Voilà. Et puis ça, c'est vrai que ça fait son petit effet, c'est pas si long que ça. Ça nécessite quand même plusieurs cuissons. Voilà. Ensuite, vous lancez le programme de cuisson vitrification. Tous les programmes sont maintenant intégrés. Vous pouvez en intégrer des nouveaux, demander à votre prothésiste d'en intégrer pour vous. Et puis, le temps de cuisson va dépendre du programme que vous avez choisi. Pour une IMAX unitaire, il faut compter 25 minutes de cuisson. Pour un programme où vous intégrez plusieurs IMAX, on sera sur 45 minutes. Et pour un programme où vous faites que des empresses, on est sur à peu près 10 minutes de cuisson. Voilà, 20 minutes pour une IMAX, 25 minutes précisément, enfin 24-30 pour une IMAX postérieure. Ensuite, vous passez à l'assemblage. Soit vous le faites dans la séance. Moi, c'est systématique pour les onlays, les overlays, les inlays. Soit vous le faites en différé. En général, moi, quand je le fais en différé, je le fais 24 à 48 heures après. Mais je ne prends pas un délai d'une à 2 semaines comme avec mon prothésiste. Alors, bon, ça c'était les rappels, la façon dont moi je m'organise, j'organise mon activité en intégrant donc cette CFAO. Maintenant, je vais vous présenter plusieurs cas cliniques simples. Alors, c'est vraiment des cas cliniques, c'est pas des cas cliniques esthétiques, c'est vraiment la vie quotidienne au cabinet. Et c'est pour vous montrer à peu près tous les types de cas qui vont se prêter parfaitement au CEREC. Donc, tous les types de cas, entre guillemets, qui vont être rentables. Enfin, j'en parle parce qu'on me pose souvent la question. Des cas qui vont être rentables parce qu'ils sont faciles à concevoir, ils sont rapides à usiner et ça se fait dans la séance comme ce que je vous ai présenté. Et c'était aussi pour vous montrer parce que souvent, moi, les remarques que j'ai, c'est c'est qu'on me dit que les dents sérèques, on pose les mêmes à tout le monde. Qu'une dent sérèque, elle se voit, que tout le monde a les mêmes. Bon, voilà. Je vais quand même vous montrer qu'il y a plusieurs outils sur le logiciel de conception qui vont permettre d'adapter la prothèse au patient et puis d'adapter la morphologie prothétique. Alors, cas tout simple, la dent postérieure unitaire. Donc là, c'est une couronne IMAX sur la 15. Donc, le patient arrive, l'endo a été faite, vous reconstituez la dent, vous faites les hémostases, vous prenez l'empreinte optique et ensuite, vous posez la couronne. Alors, toutes les photos que j'ai faites, là, elles sont prises directement le jour de la pose. Je n'ai pas fait rappeler les patients 2 semaines après pour prendre la couronne posée. Donc, souvent, il y a un peu de saignement gingival, la gencive n'est pas cicatrisée, etc. Hop, voilà. Donc, préparation et pose de la couronne en céramique. Voilà, ben, c'est pour vous montrer que c'est peut-être pas parfait, mais n'empêche que ça rend vraiment service au patient. Là, ici, j'ai juste retravaillé à la fraise ma ligne de transition.
Bon, parce qu'elle avait une face vestibulaire qui était bien convexe. Et ensuite, j'ai juste à positionner un peu de maquillant gris bleu sur les bords des cuspides et c'est tout, hein. Et j'ai maquillé le sillon. Voilà, donc ça c'est une fois la couronne posée, on voit un peu le saignement gingival. Donc un cas comme ça, vous reconstruisez, vous préparez votre dent, donc ça c'est praticien indépendant, c'est entre 20 et 30 minutes. Je fais l'hémostase, Quentin met le bloc de céramique dans l'usineuse, on prend l'empreinte, 5 minutes. La conception de la couronne, 3 à 5 minutes pendant que ma provisoire prend. Je lance l'usinage pour une postérieure unitaire. Alors là, j'ai mis 15 minutes, je pense qu'on est plutôt sur du 20 minutes hein, pour une prémo en IMAX. Maquillage 5 minutes entre deux patients et la pause généralement 24 heures après. Voilà. Alors, typiquement, ce genre de cas, c'est rapide à mettre en œuvre. Ça se fait dans la séance. C'est très reproductible. C'est très précis. Il faut savoir qu'une couronne réalisée en CFAO, vous ne retouchez pas les points de contact. Il n'y a pas de surocclusion. Donc, le temps de pause est vraiment, vraiment réduit pour le coup. Et là, dans ce cas-là, quand on fait une couronne unitaire, le logiciel va nous proposer d'emblée une morphologie qui est acceptable. Généralement, il y a peu de modifications morphologiques. L'intelligence artificielle, elle vous propose une morphologie prothétique qui est basée sur les dents adjacentes et sur les dents antagonistes. Quand vous avez une postérieure avec un édentement unitaire, en général, la couronne qui sort, elle est quasiment impeccable. Il faut juste retoucher un peu les points de contact en fonction si on les préfère forts ou si on les préfère faibles. Les surfaces de contact, bon, peut-être un tout petit peu l'occlusion, mais vraiment, ça se fait en moins de 3 minutes, hein. Et donc, bah, comme vous pouvez le voir sur la photo, les résultats sont quand même satisfaisants. Pour une postérieure, on a une dent qui est naturelle, qui s'intègre bien dans le sourire du patient. Voilà. Donc, au niveau des modes de construction, alors ceux qui font déjà de la conception, c'est assez simple pour vous. Pour les autres, c'est pour vous présenter les trois modes de construction. Donc là, on a utilisé le mode biogénérique individuel. Ça veut dire qu'au moment où je conçois ma prothèse, je demande au logiciel de me fournir de base une morphologie dentaire. Et c'est ce que je vous expliquais. Lui, il a une base de données avec plein de morphologies dentaires et le logiciel va vous proposer une forme de dent qui est basée sur celle qui entoure la préparation, tout simplement. Donc pour les cas postérieurs Jeanne, unitaires, ouais, excuse-moi, je t'interromps une seconde parce que j'ai une oui, question ouais, euh, qui concerne les lignes de transition. ouais, Est-ce que tu retouches tes lignes de transition avant cuisson ou uniquement après cuisson? toujours avant moi. En fait, alors, je ne le fais pas systématiquement sur des postérieurs, mais je prends mon élément prothétique. Avec un critérium, tu vois, je viens surfacer, enfin, je viens raser la surface de la dent. Et là, je décide de resserrer ou d'évaser mes lignes de transition. Toujours avant de les maquiller. Ensuite, je les repolis. Ensuite, je maquille. Ensuite, je cuis. Ok, vas-y, tu peux enchaîner. Ok. Voilà, donc mode de construction biogénérique individuel, c'est parfaitement adapté aux édentements postérieurs, unitaires et même pas unitaires, on va le voir après. Autre type de cas, bon, je vous avais dit, hein, c'est pas du tout des cas esthétiques, c'est vraiment des patients qu'on croise tous les jours, hein. Les ondelets et les couronnes postérieures, surtout quand elles sont adjacentes, c'est pareil, ça va très vite. Le logiciel, il vous propose directement les trois dents d'emblée. Donc moi, en général, quand c'est comme ça, donc là, je vais déposer l'amalgame sur la 47. On va faire des couronnes sur 46 et 45, c'est deux dents dévitalisées. Donc dans la séance, je réalise systématiquement mon onlay. Donc je dépose l'amalgame sur la 47, je prends mon empreinte, je colle mon onlay. Pendant ce temps, pendant que ça usine, je prépare mes deux autres dents. Et une fois que l'onlay est posé, je reprends mon empreinte et 2 jours après, je pose mes couronnes. Et là, c'est pareil, le logiciel, il vous propose des morphologies qui sont d'emblée adaptées, puisqu'elles sont toutes à côté les dents. Il propose trois morphologies qui sont déjà calibrées au niveau des points de contact, etc. L'onlay, on peut aussi différer la pose. Moi, j'aime juste pas la phase de temporisation. Voilà, en général, on n'est pas trop loin de la pulpe. Bon, bah, je pose mon onlay direct derrière, mais on peut aussi temporiser, hein. Et puis, le gros avantage encore, alors ça dépend de votre prothésiste, mais moi, c'est vrai que j'ai jamais de retouche. L'onlay, l'inlay, l'overlay, il rentre toujours impeccablement. Et j'avoue que c'est agréable. Quand je passais par un prothésiste, c'était pas toujours évident
La compression se faisait pas toujours, c'est pas toujours évident de l'enfoncer à fond. Il y avait des points de bascule. Là, ça n'arrive plus sur les Sérèques. Donc voilà le résultat. Là, ce qui est intéressant de regarder, c'est que j'ai utilisé un bloc de céramique haute translucidité pour la prémolaire, parce que j'avais une jolie couleur de substrat, et l'eau translucidité pour la molaire. Donc effectivement, la molaire, elle paraît un peu grise. Bon, mais dans le fond, la patiente, en l'occurrence, était ravie. C'est pas moins beau que, que sa dent naturelle avec l'amalgame qui transpire à travers. Voilà. Et donc ça donne ça en vue occlusale. J'avais maquillé les sillons, et puis ça en vue avec écarteur. Autre cas qui fonctionne très bien avec la CFAO, c'est les cas des couronnes antagonistes. Donc là, c'est un exemple 1646, toujours de l'IMAX. Bon, une dent qui avait cassé, une fracture de pan qui soutenait l'amalgame. Donc je reconstitue la dent. Là, c'est celle du haut. Et puis je fais pareil avec le bas, à la reconstruction, pose de la couronne. Et pareil, c'est des cas qui sont très simples parce que là, le logiciel, de toute façon, le logiciel va de lui-même vous calibrer les faces occlusales, vous calibrer les points de contact. Donc, pour le coup, c'est vrai que c'est très rapide à concevoir. Ça prend quasiment autant de temps qu'une couronne unitaire. C'est très reproductible. Il y a une grande facilité de prise de la relation intermaxillaire, oui. Les résultats sont assez satisfaisants. Et puis, bon, voilà, c'est aussi tous ces cas de dents adjacentes, de dents antagonistes, d'onlets, de couronnes qui se succèdent, c'est vraiment très rapide. On peut tout faire en une séance. Ça va relativement vite. Voilà, un autre cas, mais c'est les dents adjacentes. Bon, bah là, c'est pareil, trois dents adjacentes, reconstruction. Donc là, c'est le cas du début, j'avais pris la couleur des substrats. Donc, je vais faire la première prémolaire l'autre en lucidité pour cacher l'amalgame, les autres en high translucidity. Voilà, je confirme la couleur que j'ai prise en début de séance. Alors là, j'ai pas la pose finale, c'était avec de la trying paste. Et ensuite, on pose les trois couronnes. Pareil, la morphologie sortie par le logiciel, elle est d'emblée impeccable. Quand vous faites ce type de couronne, il faut quand même penser à prendre, moi j'aime bien prendre le secteur 1, même si on n'en a pas besoin pour l'occlusion, tout simplement pour que le logiciel me repropose les mêmes formes dentaires du patient. Voilà, et là, je vous ai mis quelques petits cas. C'est des cas que j'ai fait, on va dire, quasiment au début. Et c'est quand même pour vous montrer que là, j'avais quand même beaucoup moins d'expérience en CFAO et c'est quand même ce que je produisais quand je me suis lancée. Donc là, changement de couronne sur 13, 14, 15. Bon, voilà, alors si vraiment on regarde le maquillage, j'aurais pu mieux faire. Là, j'avais juste mis un peu de blanc au niveau des bords libres. La morphologie de la 14, elle est nettement pas assez travaillée. J'avais pas retravaillé les lignes de transition. Voilà, mais la patiente, elle était quand même ravie de ressortir avec des dents qui s'intégraient dans son sourire et dans son visage. Donc ça, c'était en 2020. Un autre patient, alors là, j'avais fait 15, 25 et 24, changement des couronnes métalliques. J'avais refait un petit peu ces compos d'angles là sur les incisives. Et c'est une séance qu'on avait fait, on avait tout fait en one shot, tout en une séance. C'était un patient qui venait de loin, il était corésien. Et on avait tout, pareil, tout fait en une séance. Alors, lui, il m'a rapporté plein de monde derrière. C'est pareil, c'est assez rapide. Alors, ça, c'était les cas les plus simples et c'est les cas qui s'adaptent le mieux au CEREC, les cas qui s'adaptent le mieux à la CFAO directe. Maintenant, les cas antérieurs. Alors, est-ce que ce sont Jeanne, des... Ouais, excuse-moi, je t'interromps une seconde. ouais. J'ai une question qui concerne le cas précédent que tu as montré sur les matériaux d'assemblage. Est-ce que tu utilises une colle ou est-ce que tu utilises un ciment? Ah ouais, c'est une bonne question. Alors, comme c'est de l'IMAX, c'est de la... Alors, si c'est de la zircone, on peut soit utiliser un ciment, soit une colle. Là, comme c'est de l'IMAX, moi, je colle systématiquement. Si j'ai peu de rétention ou si on est en secteur antérieur, j'utilise le Panavia, moi. J'aime bien le Panavia. Il y a le Variolink aussi, mais j'utilise une colle avec plusieurs étapes, en trois étapes. Si c'est des cas postérieurs, que j'ai beaucoup de rétention, qu'il n'y a pas de souci d'occlusion, j'utilise des colles auto. Et celle que j'utilise, c'est le... Alors, mon associé il utilise le Dextacel, mais moi, c'est le... Enfin, nous, on appelle la colle Sérec, je ne sais même plus le nom de la colle. En tout cas, c'est des colles auto. Je prépare juste l'intradose prothétique avec de l'acide fluorhydrique, juste un petit coup d'etching sur les dents et ensuite j'assemble tout.
Ça me reviendra le nom de celle que j'utilise. Le Relix, peut-être, non? Relax, merci beaucoup. Voilà, j'utilise le Relax, moi. Nous, on l'appelle la, la colle Sérec. Voilà. Mais oui, sinon, bah, en fait, c'est des colles comme pour les prothèses IMAX classiques, hein. La zircone, on pourrait la sceller. Alors, donc du coup, les cas antérieurs, oui, je disais, moi j'ai pas mal de confrères qui sont équipés avec de la CFAO et qui ont décidé de faire que les dents postérieures, pas les dents antérieures parce qu'ils trouvent ça trop compliqué. Euh, alors, c'est vrai que c'est un peu moins adapté. Moi, pour le coup, je me suis très rapidement lancée dans les antérieurs. Je ne me suis pas trop posé de questions. Maintenant, c'est vrai que s'il faut faire plusieurs antérieurs, j'ai aucun problème à utiliser la CFAO. S'il faut faire une centrale unitaire, il est évident que je ne vais pas me lancer avec ma machine CEREC. Voilà, mais c'est pour vous montrer des cas aussi. Alors, les cas antérieurs, les avantages. Alors, on peut toujours utiliser les outils morphologiques que je vous ai présentés tout à l'heure, où là, c'est pareil, c'est le logiciel qui vous propose une forme de dent et vous avez la main pour la modifier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il existe des modes biocopie. Alors, le mode biocopie, je vous le montrerai tout à l'heure. Vous pouvez prendre l'empreinte de la dent, par exemple, reconstituée en composite, ou prendre l'empreinte de votre wax-up et demander au logiciel de vous reproduire la forme du wax-up. Il y a aussi des outils de corrélation biogénérique. Alors, la corrélation biogénérique, c'est quand vous allez sélectionner des dents au logiciel et vous allez lui demander de recopier ces mêmes dents en image miroir. C'est le cas qui est sur la droite. Maintenant, les inconvénients, ben, la gestion de la morphologie reste quand même limitée. Il faut retravailler les lignes de transition à la fraise, etc. On ne peut pas travailler la microgéographie, donc les lignes de périchématie, etc. C'est pas possible sur le logiciel, il n'est pas assez précis. Il y a certaines caractérisations qui vont pas être reproductibles par maquillage et donc il faudra passer par de la stratification qu'on maîtrise beaucoup moins et qui est beaucoup plus longue, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Et là, par contre, le temps de conception est généralement plus long. Pour le coup, moi, les dents antérieures, je ne les fais pas pendant que mes provisoires prennent là. Pour le coup, il faut que je prenne un peu plus de temps entre mes patients. Enfin, généralement, j'en ai pas, mais en tout cas, sur ma pause de 13 à 14 ou en fin de journée pour concevoir les dents antérieures. Ça, c'est clair que je ne le fais pas pendant la séance. C'est pas, enfin, il y a besoin de beaucoup plus de modifications. C'est plus long. Voilà. Et donc, les couronnes qu'on réalise au Cerex, elles sont juste maquillées. Le code à utiliser, c'est la couronne céramique monolithique non zircone. Donc, c'est les prothèses 100% santé, celles qui sont entièrement remboursées. Voilà. Donc là, dans les modes de construction, par exemple, sur le cas qui était présenté à droite, je demande au logiciel le mode référence biogénérique. Et en fait, je vais créer l'image miroir de la 11 et la 12 pour reproduire ma 21 et ma 22. Alors, évidemment que ça, c'est un cas de facette. Alors là, j'avais fait un éclaircissement avant. Évidemment que c'est un cas de facette à réaliser avec un prothésiste, c'est sûr. Si je vous présente ces cas-là, c'est tout simplement que le patient avait absolument pas le budget et pas trop l'envie, je pense aussi, de reconstituer ses dents. Bon, bah voilà, ça, c'est des résultats qu'on peut avoir avec un CEREC juste en maquillant. Bah, c'est sûr que sur le bord libre, j'ai pas du tout la translucidité de sa dent naturelle. Bon, là, il faut imaginer que c'est zoomé aussi. À distance sociale, le patient, il était ravi. Mais voilà, c'est pour vous prouver qu'on peut quand même faire des cas antérieurs avec le CIREC, même si ce n'est pas l'indication première. Il faut un peu d'entraînement et ça passe. Voilà, pareil, même chose. Je vous mets des cas que je réalisais en début d'exercice. Donc là, j'avais fait 14 à 25. Alors, j'étais un peu kamikaze à l'époque, je fais plus du tout comme ça maintenant. Mais le patient arrivait, je préparais toutes les dents. En plus, ça, c'est des facettes, je ne les ferai plus du tout au CEREC maintenant, mais je préparais toutes les dents. J'avais pas de wax-up, je prenais mon empreinte et ensuite, je réalisais toutes les couronnes ou toutes les facettes uniquement avec les outils de variation biogénérique. Donc, le logiciel me proposait des dents, j'avais la main dessus, je retouchais et le patient repartait avec ses dents collées. J'ai complètement arrêté de faire comme ça, mais j'avoue que je me suis fait des après-midi ou des matinées à reconstituer toutes des antérieures comme ça. Là, j'avais pris des blocs en presse multimaquillés, donc c'est de la céramique feldspathik qui est directement dégradée dans la masse. On en a parlé tout à l'heure. Et puis le maquillage, pour le coup, je m'étais vraiment pas foulée. J'avais juste mis un petit peu de blanc au niveau des bords, au niveau des bords libres des incisives et un peu de saturation au niveau du collet. Voilà, donc là, j'avais pris 30 minutes, 30 minutes pour faire toutes les dents.
Temps de maquillage, 15 minutes. Moi, comme je vous dis, hein, j'avais juste mis un peu de jaune de collet. Et voilà ce que ça donne dans le sourire du patient. Ce patient, je le suis encore. Il n'a toujours pas voulu changer sa métallique sur la 26. Mais voilà, enfin, disons que ça lui rend quand même le sourire. Il avait le milieu interincisif complètement décalé. Autre exemple antérieur, c'était mon premier cas de cutback, ça, 11-21. Alors, même chose, je lui ai bien proposé de refaire les autres incisives, je lui ai bien proposé d'harmoniser le sourire. Plus de 60 ans, elle en avait juste marre que ses composites tombent sur les incisives centrales, elle voulait plus voir ses fêlures. Bon, bah, c'est pareil, deux facettes CIREC, uniquement par outil de variation biogénérique. Je n'avais pas pris de wax-up. Pareil, c'est de l'empresse multi, et là, j'avais fait un cutback pour restratifier la face vestibulaire quand même. 15 minutes pour la conception. Là, par contre, temps de maquillage, j'avais fait une stratification partielle par-dessus, donc plus de 30 minutes. Puis voilà le résultat. Alors, un autre cas, ça, c'était mon tout premier cas. Bon, c'est pareil, c'est un cas kamikaze. C'était une personne transgenre qui passait du genre masculin au genre féminin et qui voulait. Alors, les dents étaient déjà abîmées, il y avait des composites proximaux partout, il y avait plusieurs dents dévitalisées, mais elle, du coup, voulait en profiter pour féminiser le sourire. Là, j'avais fait 13 à 23 en une séance. J'avais préparé les dents, j'avais pris l'empreinte et ensuite, pareil, uniquement par outil de variation biogénérique, j'avais choisi de lui mettre des dents qui étaient très rondes, enfin très ovales, avec des dents avec des courbes, plutôt que de lui remettre des dents qui étaient très rectangulaires comme ce qu'elle avait de base. Voilà. Et là, j'avais pris du LT pour masquer le substrat et je les avais juste maquillés. Donc encore une fois, c'est pas maintenant je referai plus du tout comme ça. On s'entend bien, je ferai un wax-up, j'essayerai aux patients, etc. Mais mine de rien, mais pour les patients qui arrivent, qui veulent du RAC zéro, pour les patients qui n'ont pas envie de mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans leur traitement, ça rend quand même très bien service et ça rend quand même bien service et les résultats sont quand même jolis. Temps de conception, là, 40 minutes. J'avais quand même beaucoup modifié les formes. Temps de maquillage, 20 minutes. C'est mon premier, maintenant j'irai plus vite. Jeanne, j'ai une nouvelle question Ouais, sur la conception numérique du sourire. ouais. Est-ce que on peut créer sur un logiciel une prévisualisation de tes futures prothèses Ouais, à travers une... Voilà. c'est un cas qui arrive juste après. Mais alors, il n'y a pas de prévisualisation intégrée, en tout cas dans mon logiciel de conception. J'ai l'Omnicam. Mais par contre, effectivement, ça m'arrive de faire des wax-up digitales à partir d'autres logiciels et d'utiliser ces wax-up que je rescanne dans mon logiciel de conception pour le dupliquer. Mais j'en ai un qui arrive juste après. Eh ben Donc là, allez, en tout on te cas, laisse te présenter. pour les outils morphologiques, donc pareil, j'avais pas de wax-up. Vous cliquez sur variation biogénérique et là, vous avez un curseur. Le logiciel vous propose plusieurs formes dentaires. Donc, vous passez de la forme ovale à la forme triangulaire, à la forme carrée, avec à chaque fois des variations anatomiques. Donc, c'est pareil. Donc là, j'avais déplacé le curseur à fond, je m'étais mis sur des dents ovales. Et vous avez un deuxième outil quand même qui est très utile, c'est ce qu'on appelle rendu de l'incisive, qui va vous permettre de réaliser des variations sur la face vestibulaire. Donc, il y a 6 types de variations. Donc, par exemple, la variation 1, on vient marquer les lobes dentinaires. La variation 2, on les marque sur les 2 tiers de la dent. La variation 3, on creuse la dent. La variation 4, on crée des vaguelettes au niveau des bords, on crée des lésions cervicales d'usure au niveau des bords cervicaux. Et vous pouvez également déterminer le degré de force que vous voulez appliquer à votre variation. Ça permet quand même de retravailler un peu les dents, même si pour moi, c'est pas suffisant, il faut les retravailler après à la fraise. C'est aussi utile quand vous voulez faire du cutback. Plutôt qu'usiner votre prothèse, de soustraire de la matière une fois qu'elle est usinée et de restratifier par-dessus. Des fois, ça m'arrive directement de creuser la dent uniquement avec ces rendus de l'incisive. Donc, par exemple, j'aplatis énormément la face vestibulaire. Je sais, en plus, je calcule exactement l'espace que je me ménage et je restratifie par-dessus après usinage. C'est ce qu'on appelle le cutback. Alors, Jeanne, justement, je te coupe encore une fois avant oui, le dis-moi. cas complexe. J'ai une nouvelle question. Tu as précisé que les couronnes antérieures rentraient dans le cadre du reste à charge zéro. Quel est le biomatériau utilisé du coup? Est-ce que ce sont des couronnes à armature métallique
ou non? Est-ce que ce sont des couronnes full zircone ou full IMAX monolithique? Est-ce que tu peux nous préciser Ouais. ça? Ouais, ouais, alors, c'est vrai que j'ai pas précisé. Moi, je pose rien de métallique en bouche. Donc les CCM, j'en fais pas du tout. Les couronnes métalliques, j'en fais pas. Et effectivement, de toute façon, on peut pas couler du métal avec de la CFAO. Donc on parle que de couronnes céramiques. Et ce sont des couronnes céramiques monolithiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un cutback ou à partir du moment où on stratifie, on passe dans le tarif libre qui n'est plus forcément remboursé par la sécurité sociale. Donc, moi, les devis élevés qui sont acceptés, je passe par mon céramiste et c'est hyper joli. Les devis RAC 0 où le patient ne peut rien mettre de sa poche, effectivement, je vais passer par de la céramique monolithique. Et c'est là que ça rentre complètement dans le cadre de la CFAO. Pour le matériau utilisé, alors on peut utiliser ce qu'on veut. Moi, en antérieur, j'utilise toujours des blocs feldspathiques dégradés dans la masse. Donc, soit les Trilux Forte, soit les empresses multi. Maintenant, il y a des cas particuliers, par exemple une couronne sur un implant, une couronne sur un in-décor. Je n'utilise pas des blocs dégradés, j'utilise des blocs en low translucidité que je vais maquiller. Mais j'utilise toujours de la feldspathique, donc des empresses multi, des Trilux Forte. En général, j'utilise pas trop d'IMAX en antérieur. Voilà. Mais donc, du coup, les couronnes 100% santé, bah, c'est des couronnes monolithiques. Ça veut dire qu'on ne fait pas de stratification et avec des matériaux, par contre, plutôt esthétiques et plutôt dégradés dans la masse. Voilà. Pas de métal, pas de stratification. On peut faire des couronnes en IMAX en antérieur. Moi, je le réserve qu'à certains cas, je ne le fais pas systématiquement, mais c'est complètement possible, hein. C'est tout bon ou pas? C'est clair? Ben, c'est parfaitement clair. Avec un maquillage, du coup, par-dessus. Avec un maquillage par-dessus, ouais, exactement. Et c'est le code CCM, couronne monolithique non zircone maquillée, qui rentre dans le 100% santé. C'est ce code-là que j'utilise. Alors, des cas cliniques plus complexes. Alors là, l'idée, c'est vraiment pas de vous dire, regardez, on fait mieux qu'un prothésiste ou prenez un Cérec et faites ça derrière. C'est pas du tout ça l'idée. Là, on rentre dans le type de cas, pour le coup, qui n'est pas du tout rentable. Pour moi, c'est plutôt les cas divertissants, amusants. Et c'est toujours la même chose. C'est des patients qui ont une demande esthétique, mais qui, d'un autre côté, n'ont pas le budget pour suivre ou peuvent pas se mettre du stratifié partout, etc. C'est vraiment une patientèle différente de la patientèle esthétique, hein. Alors, cas complet, je vais vous en présenter deux très rapidement. Alors là, la photo, voilà, elle met plus de temps à charger. Alors, ce cas-là, donc au tout départ, tout en haut, vous avez la situation initiale. C'est une patiente à qui on a fait tous les secteurs postérieurs et là, elle se mariait 2 mois plus tard et on a décidé de faire 15 à 25. Les composites sont bien faits, mais elle a des composites proximaux sur quasiment toutes les dents de devant. La majorité sont dévitalisées. Donc, on commence avec une chirurgie mucogingivale, ça, c'est pas le sujet, pour épaissir les gencives et diminuer les récessions. Alors, c'est là justement où on va parler du design du sourire. Je prends mon status photo de la patiente et ensuite je crée moi-même le wax-up via un logiciel de conception. Alors moi, là dans ce cas, j'ai utilisé SmileCloud. C'est un logiciel qui va me permettre de faire moi-même le wax-up. Quand vous avez réalisé le wax-up digital, vous pouvez décider de payer. Donc c'est tout, vous payez la plateforme SmileCloud. Vous pouvez décider de payer le fichier STL 3D du wax-up que vous avez créé. Et donc, je l'imprime au cabinet sur une imprimante 3D. Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous pouvez très bien l'envoyer à votre prothésiste pour qu'il vous l'imprime. En général, c'est mal vu d'envoyer un wax-up qu'on a fait soi-même au prothésiste et de lui demander d'imprimer, mais bon, c'est possible. Donc, je prépare, je reconstruis les dents, je fais mes provisoires à partir de la clé du wax-up que j'ai créé. Je demande au logiciel une conception, cette fois-ci par biocopie maxillaire, donc basée sur mon wax-up. Je refais des modifications morphologiques, j'en parlerai tout à l'heure. On usine les pièces, on maquillage, on maquille, on assemble et on contrôle. Voilà, donc là, c'est la situation initiale. Tac. Bon, elle était très, très complexée, cette patiente. Bon, la chirurgie mucogingivale, je suis désolée pour ceux qui en font. C'est pareil, c'était mes débuts. Maintenant, elles sont quand même plus jolies que ça, mais mine de rien, ça avait marché. On avait réduit les récessions, on a épaissi le rebord gingival. Donc, j'attends hop, un petit temps de cicatrisation. Sur le logiciel SmileCloud, je détermine le wax-up qui me semble idéal en prenant une morphologie dentaire qui ressemble à sa morphologie de base. Là, vous voyez le modèle imprimé au cabinet.
Et par-dessus, je réalise une clé, c'est une clé en zeta labor avec du light, une clé qui me permettra de refaire mes provisoires et d'essayer mon wax up. Donc là, c'est le résultat avec provisoire. Alors, on voit que c'est pas un wax-up de prothésiste, hein. Là, il faut retravailler la 12. Il faut augmenter un petit peu les couloirs dentaires en postérieur. Et la patiente voulait des dents plus longues. Alors, moi, la proportion dentaire que j'avais choisie, je la trouvais bien. Mais elle avait tellement eu l'habitude de voir, elle a un sourire gingival, elle s'était vue avec ses récessions dentaires. Et donc, elle s'était vue avec des dents longues. Donc, elle préférait avoir des dents longues. Ça, je le modifie en deuxième. Je prends mon empreinte des provisoires ou du wax-up, comme vous voulez. Et cette fois-ci, je lui demande de me recopier ce fameux wax-up. Là, j'ai utilisé pareil des empresses multi-maquillées, donc toujours des couronnes monolithiques, pas de stratification, donc 100% santé. Et voilà ce que ça donne. Elles sont très très peu maquillées. En fait, c'est quasiment que la dégradation du bloc que j'ai utilisé ici. Pour le coup, comme on en fait 10 d'un coup, c'est pas très grave si elles sont pas très caractérisées. Donc voilà l'avant-après. Voilà, donc des blocs dégradés dans la MAC, c'est uniquement du maquillage. Donc on part sur la couronne monolithique non zircone maquillée qui est remboursée par la sécurité sociale. Et donc c'est fait, c'est un cas de A à Z qui est fait au cabinet. Voilà. Donc les dents paraissent longues, mais dans le visage de la patiente, c'est vrai que ça s'intégrait pas mal quand même. Mon deuxième cas, il est moins intéressant, c'est des poses de facettes. Enfin, facettes. Enfin, elle appelait ça facettes. La patiente, c'était quand même des facettes 360. Donc, des poses de facettes 12 à 22 qui avaient été faites 5 ans avant. Bon, une petite gingivectomie pour aligner les collets. J'ai reconstruit les dents, ça s'était recarré en dessous. Et j'ai essayé deux types de facettes. Les premières, je les ai faites moi-même, uniquement avec des outils morphologiques, donc sans wax-up. J'ai usiné les pièces prothétiques et j'ai réalisé un cutback. Et à côté, j'ai demandé à mon prothésiste de me faire également les quatre facettes, mais cette fois-ci avec un wax-up, toujours en CFAO, mais indirect au labo. Il les a complètement stratifiés. Bon, j'ai essayé mes seringues, j'ai posé les siennes. Donc, je vais vous montrer l'essayage et la pose. Donc, situation initiale. Donc, ça, c'est des facettes qui avaient 5 ans. Donc, le joint s'était un petit peu recoloré. Il y avait une gingivite. L'hygiène n'était pas forcément là non plus. Je fais ma petite gingivectomie avant de déposer pour aligner mes collets. Je démonte les facettes. Donc, on voit que les dents étaient quand même bien préparées, mais elles étaient toujours vivantes. Je prends la couleur de mon substrat. J'ai de la chance. On a un très beau substrat. Je fais mes provisoires. Et voilà ce que j'obtiens avec des sérèques. Donc là, cette fois-ci, ce sont des Trilux Forte, donc des blocs de céramique feldspathtique dégradés dans la masse, toujours la même chose. Sauf qu'au lieu de simplement maquiller, j'ai réalisé un cutback. C'est ce qui m'a permis de créer les petites ombres ambrées au niveau des bords libres. Et puis, j'ai mis un petit peu de diamant que je vous avais montré tout à l'heure, de la poudre sur les angles. J'ai retravaillé les lignes de transition avant. Voilà, donc c'est pas moche, il y a mieux, le prothésiste a fait bien mieux, mais c'est pas moche. La patiente, elle était déjà contente avec ça. Donc ça se fait. Par contre, là, pour le coup, j'ai passé du temps. Et ça, c'est les facettes de mon prothésiste. Bon, bah, on voit tout de suite que la texture, l'état de surface est beaucoup plus travaillé. Voilà, donc avant, les facettes faites en CFAO essayées. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que le profil gingival n'est pas très beau. Et les facettes de mon prothésiste après cicatrisation collées. Donc oui, c'est pas la même chose. C'est juste voilà, le sourire sérec, le sourire prothésiste. Euh, à moins d'avoir un super bon niveau, de toute façon, avec la CFAO direct, on ne fera pas des restaurations ultra esthétiques. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est quand même possible de le faire en antérieur. On a quand même plusieurs matériaux à notre actif. On peut utiliser plusieurs types de matériaux. On a quand même des outils de conception qui sont pas mal. Et encore une fois, moi je trouve que pour du 100% santé, pour le patient qui veut pas ou qui peut pas accéder à des prothèses stratifiées, bah, ça rend quand même vraiment service. Voilà. Je parle un peu finance, mais un lingotin de céramique, c'est entre 20 et 30 euros. Moi, des facettes stratifiées faites par mon prothésiste, c'est 190. Donc, à partir du moment où je paye ma facette 200 euros, que je mets, je sais pas, 2 heures pour ma séance pour déposer, etc.,
et que derrière, je facture une couronne à 500 euros, c'est pas possible en fait. Donc, c'est vrai qu'avec le CEREX, ça me permet de traiter, de soigner ces patients qui ont quand même une demande esthétique, mais qui n'ont pas forcément les moyens financiers qui suivent. Temps de conception, là, 40 minutes quand même. Temps d'usinage, 12 fois 4. J'ai retravaillé uniquement les lignes de transition, le design des dents, 35 minutes à la fraise. Et mon maquillage cutback, c'est 45 minutes. J'étais même sur plus d'une heure. Donc là, oui, c'est des cas qui sont pas rentables. Je prends beaucoup plus de temps à les faire pour ce que je facture, ça vaut pas vraiment le coup, mais c'est faisable. Donc, en conclusion, les gros avantages. Bon, le premier, tout le monde le connaît, c'est qu'on peut assembler les éléments dans la séance, surtout les éléments unitaires ou les inlay-onlay. L'autre avantage, c'est qu'on peut gérer les urgences esthétiques. Les patients qui se cassent les incisives, quand les patientes plutôt en général, qui ont des incisives fracturées. Parfois, c'est difficile de gérer avec un composite. Parfois, il y a des événements importants qui arrivent derrière. Bah, c'est quand même très confortable de pouvoir usiner un petit angle, une petite facette en céramique. C'est très utile aussi pour les patients qui sont peu disponibles ou les patients qui ont un lieu d'habitat éloigné. On peut tout faire en une séance. Moi, je trouve que l'énorme avantage, c'est la précision et la reproductibilité de ce système. Les points de contact, systématiquement, je ne les retouche plus. On a aussi le mode biocopie qui marche quand même très bien. Si le wax up est bien texturé, s'il est bien fait, on peut quand même en sortir une bonne copie. L'autre avantage, il est informatique. Vous pouvez usiner plusieurs fois la même dent. Vous conservez le design de votre prothèse. Et enfin, il existe un code, c'est le code LBMP001. Il s'appelle Simulation des objectifs thérapeutiques sur logiciel ou sur modèle, sur moulage. Et ça, c'est un code qui vous permet de faire un dépassement, mine de rien. Donc, vous pouvez très bien compter des couronnes monolithiques maquillées, donc des couronnes 100% santé. Mais si vous passez du temps à faire des antérieurs, vous pouvez quand même facturer votre design. C'est des codes qui ont été inventés pour ça, hein. Enfin, c'est des codes qui correspondent complètement à la conception prothétique sur logiciel. Bon, et puis il y a quand même la grande satisfaction d'avoir réalisé soi-même sa prothèse et d'avoir pu gérer le cas de A à Z. Donc, au niveau des préjugés, souvent, moi, on me dit, je me lance pas là-dedans, c'est absolument pas rentable. Donc, c'est complètement faux. À partir du moment où vous restez dans l'indication des restaurations simples postérieures, des petites pièces prothétiques, ou en tout cas des dents qui n'ont pas besoin d'un design très travaillé. Ça prend pas du tout plus de temps que de l'envoyer à votre prothésiste et de faire une empreinte physique, hein. Anatomie peut travailler ou identique, alors à nuancer. En postérieur, je trouve qu'elles sont très bien adaptées, surtout les édentements unitaires. On l'a vu, vous avez la main quand même, vous avez possibilité de modifier. Par contre, pour les cas antérieurs, on est d'accord, pour moi, la conception, le design par logiciel n'est pas suffisant. Soit il faut savoir le retravailler avec des polissoirs en céramique, soit vous l'adressez à votre prothésiste. Une courbe d'apprentissage qui est longue aussi. Alors souvent, on me dit, oui, mais toi, tu as l'habitude d'en faire, donc tu les fais rapidement. Non, c'est faux. Moi, très, très rapidement, en commençant, je designais déjà en 3 minutes pour les cas simples. La forme du logiciel, vraiment, la forme qui est proposée, elle est déjà pas mal. Donc non, il n'y a pas de courbe d'apprentissage longue, c'est relativement intuitif, hein, on n'est pas sur Exocad. Perte de temps, bah, du coup, on l'a vu au début, faux. Ça rentre complètement dans une séance pour des cas qui sont simples. C'est beaucoup moins vrai pour des cas antérieurs compliqués ou quand il y a beaucoup de prothèses à faire, mais en tout cas, pour des couronnes unitaires, et c'est l'indication première, ça ne fait pas perdre de temps. Les gros inconvénients, quand même, bah, c'est l'ergonomie et la place pour le stockage. Les usineuses, elles sont grosses. Il faut quand même avoir une salle dédiée au cabinet ou en tout cas un endroit où stocker les usineuses, où stocker le four, où ranger ses maquillants. Donc, il faut quand même un peu d'espace. Et quand même, gros inconvénient, bah, c'est le coût. Le coût du matériel. Il faut savoir qu'une caméra optique, une usineuse, un four et tout ce qui va avec, il faut compter à peu près 100 000 euros. Donc, il faut quand même en faire pour rentabiliser. Avec le docteur Dussarps, on avait fait une petite conférence là-dessus. Si vous faites beaucoup de prothèses fixes, avec un seul praticien, c'est quasiment impossible à rentabiliser, même si vous en faites beaucoup. À partir du moment où il y a deux praticiens qui travaillent sur l'usineuse, qui utilisent la caméra, là, vous arrivez à rentrer dans vos frais.
Et ensuite, bah, tout ce qui est panne, entretien, bah, très rapidement, c'est pareil, ça chiffre vite. Les fraises sont chères, il faut les changer à peu près tous les 10 usinages. Après, elles sont plus capables d'usiner. Et puis, bah, les délais de dépannage, quand on habite à Chalon-sur-Saône et que le réparateur vient de Lyon, bah, il vient pas forcément dans la journée. Voilà, c'est juste ça. Au niveau financier, oui, bah, une panne, vous n'allez pas pouvoir la savoir, vous n'allez pas savoir la gérer vous-même non plus, quoi. Faut forcément appeler la hotline. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez envie de vous lancer ou si vous avez envie de faire des commentaires, vous pouvez me joindre soit sur mon adresse mail, enfin c'est Quentin qui vous lira en premier, ou alors sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Insta Pro et je suis aussi dispo sur Facebook. C'est un profil privé, mais j'accepte avec plaisir. Voilà, et je vous remercie de votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai essayé d'en dire un maximum dans un minimum de temps. Et je te laisse reprendre la parole, Benjamin. Bravo, Jeanne, pour cette super présentation, tant sur la forme que sur le fond, Je te remercie. parce que je pense que tu as vraiment réussi à faire la synthèse des points positifs, des avantages et aussi des inconvénients que peut avoir le chairside dans le quotidien au cabinet, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan financier. Donc, bravo pour cette synthèse. Moi, je la partage complètement pour avoir fait un petit peu de chairside dans ma vie. J'ai pu voir un peu les limites. Et d'ailleurs, j'avais une question pour toi, si tu me le permets. Enfin, j'en ai même deux. La première, c'est est-ce que tu utilises les outils de prise de teinte intégrés au logiciel des caméras? Alors non. Moi, j'avoue que c'est possible. Moi, je le fais pas du tout. Je sais pas, ça c'est peut-être mon côté prothèse esthétique. J'aime bien prendre la couleur moi-même, prendre les photos, tout faire au réflexe. J'avoue que je trouve ça beaucoup moins précis. Je trouve ça beaucoup moins précis. Après j'ai des collègues qui le font, ouais. Après, ça c'est vraiment personnel. On peut prendre la couleur directement par la caméra. C'est pratique aussi quand, par exemple, on a oublié de prendre la couleur, que le patient est parti. Bah, il y a toujours possibilité de cliquer sur l'empreinte optique. Mais j'avoue que je l'utilise jamais personnellement. Tu le fais, toi? Ok. Moi, certainement parce que je suis très mauvais à l'œil nu, mais je fais fortement confiance à la caméra maintenant. Bon, je suis utilisateur 3Chep, donc Ouais, il y a un je outil la de prise connais de pas. teinte intégré au sein du logiciel de la caméra. Mais je dois dire que je suis assez bluffé des résultats esthétiques. Au début, quand j'ai commencé à utiliser cet outil-là, je voyais la caméra me sortir des teintes C, D, Ouais, des choses où j'avais finalement j'avais peu de couronne en C, peu de couronne en D ouais. avant de me mettre à la prise de teinte numérique et bah en fait ça colle pas si mal. Donc Bah, ça fonctionne bien. Bah, écoute. donc ça fonctionne plutôt bien et les études vont dans ce sens-là aussi, les études scientifiques. J'avais dirigé une thèse avec une étudiante il y a pas longtemps, il y a un an je crois, et on avait finalement fait une lecture critique d'articles et un recensement, un peu une revue de la littérature sur le sujet. Et bah, il s'avère que c'est quand même plutôt fiable d'après les Bon. études. Bah, écoute, faudrait que Donc, j'essaye alors. après, ça mérite quand même de faire des études aussi un petit peu plus longues dans le temps pour véritablement voir quels peuvent être les biais et puis si c'est reproductible dans le temps. Mais oui, ça marche Mm. plutôt bien, au même titre que le spectrophotomètre. Ça marche bien, hein. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui Alors, qui moi, commercialisent des j'en ai spectrophotomètres. un. Je peux en utiliser, mais pas dans le cadre de la CFAO, pareil. D'accord. Le spectrophotomètre, il va t'indiquer différentes couleurs à différents endroits de la dent. Ouais. Et bah, pour reproduire ça en maquillage sur un lingotin qui a la même céramique, je trouve ça compliqué. Je dis pas que le spectrophotomètre, c'est pas bien, je dis juste que j'adapte. Moi, clairement, je fais tout au teintier mais c'est encore une fois, c'est mon mode de fonctionnement. Je fais tout au teintier pour la CFAO. Ok. Et deuxième question que je voulais te poser, et puis après je te relèverai les autres. Euh,
t'as fini la présentation un petit peu sur l'aspect économique Ouais. du chairside. Est-ce que tu as fait une étude comparative entre un business plan pour de la CFAO direct et un business plan pour de la CFAO indirect? Alors oui, là, j'ai plus du tout les chiffres en tête, mais c'est ce que je disais. Ouais, j'ai plus du tout les chiffres en tête, mais oui, faudrait que je retrouve. Je sais à partir de combien de prothèses j'étais rentable. Et ce nombre de prothèses à usiner, il était très difficile à atteindre toute seule. Nous, on est trois, quatre maintenant à l'utiliser au cabinet. À quatre, on était largement rentable. On économisait plus de 100 000 € de frais de prothèse, donc c'était énorme. Mais toute Ouais. seule, je rentrais pas dans mes frais, c'était plus pour du plaisir. Quand on fait beaucoup de prothèses fixes, il faut au moins être deux praticiens, je pense. Après, c'est pareil, ça dépend du coût de son prothésiste, ça dépend enfin, des coûts de lingotin qu'on utilise. Mais globalement, un seul praticien, je pense que c'est... Oui, j'ai des amis qui m'ont demandé si c'était un bon investissement dans un cabinet. Je pense que quand on est tout seul, c'est pour le plaisir, mais c'est pas forcément rentable. À partir de deux praticiens, si on en fait beaucoup, oui, ça le devient. Voilà, mais je sais plus Ok. exactement. Il aurait fallu que je regarde. Je sais plus exactement quel est le nombre de prothèses. J'avais calculé, oui. Ok. Parce que ça, je pense que c'est intéressant, tu vois, pour quelqu'un qui souhaite franchir le pas, installer la chaîne CFAO au sein de son cabinet, c'est vraiment, à mon avis, un des arguments clés Ah bah oui, oui. pour C'est faire sûr, il y pencher a la balance, ça quoi. et souvent, moi, on me dit c'est soit l'aspect financier, soit la perte de temps. Bon, la perte de temps, je viens d'expliquer, pas forcément. L'aspect financier, moi, je répondrais vraiment, pour quelqu'un qui fait beaucoup de prothèses fixes, il faut quand même être plusieurs praticiens. Sinon, c'est pour le plaisir. C'est pas bien supérieur à un prothésiste, hein. Puis il faut aussi savoir que en général, les leasings, ils sont sur 5 à 7 ans. Ouais. Et qu'en général, la durée de vie de l'usineuse, enfin, nous, la première qu'on a eue, on a pris sur 7 ans. À 7 ans et 2 mois, elle a cassé, quoi. Donc, il a fallu qu'on reparte sur un nouveau leasing. En général, la durée de vie de la caméra des usineuses, c'est pas plus que 10 ans. Donc, il faut quand même savoir qu'il y a le leasing sur toute la durée où on l'utilise, quasiment. Il y a ça à compter aussi. Ok. Euh, une question que je te relais qui avait été posée pendant que tu présentais tes cas complexes. Tu as présenté un cas où, alors je pense à peu près situé sur lequel c'est. Tu as présenté un cas où il y avait un amalgame qui était assez volumineux, qui était assez grisâtre, qu'on voyait par Ouais, translucidité à travers les mailles de la dent. ouais. La question est la suivante, Ah, ça, pourquoi est-ce c'est que tu Hélène. n'as pas déposé cet amalgame et reconstitué le moignon en composite afin de limiter l'aspect grisâtre Ouais, c'est de Hélène la qui a dent? posé la question là. Ouais, Et ben en fait, alors là, j'ai plus le cas en tête, mais c'est simple, hein, quand je vois que déjà souvent le support dentaire est dyschromié, donc même si j'enlève l'amalgame, la dentine elle reste un peu foncée. Enfin, la dentine, les mailles restent grisâtres. Parfois, c'est tout simplement parce que la dent est encore vivante, que ça a très bien tenu pendant 20 ans et que j'ai pas trop envie d'aller fouiner un petit peu à côté de la pulpe pour faire un composite. Donc, c'est uniquement pour l'aspect biologique. Alors, en intérieur, si c'est une dent antérieure ou une dent visible dans le sourire, je vais déposer l'amalgame. Mais clairement, là, c'était une molaire. L'amalgame, il est juxtapulpaire. Bon, même si la pulpe est rétractée, je vais pas trop jouer, je vais plutôt jouer la sécurité. Et ensuite, ben, c'est tout simplement parfois parce que j'ai des parois qui soutiennent l'amalgame qui sont minces, qu'il faut quand même conserver 2 millimètres de parois pour éviter que ça casse. Et bah, que parfois, je préfère faire une céramique un peu plus fine et un peu plus opaque et conserver le maximum de tissu dentaire plutôt que d'aller ménager plus d'épaisseur ou enlever l'amalgame et passer sur un matériau qui serait translucide. Encore une fois, ça dépend des cas. C'est sûr qu'en postérieur, si tout va bien, si la dent est saine, moi je laisse l'amalgame et j'utilise un matériau plutôt opaque. En antérieur, je ne fais pas du tout le même choix. Voilà. Mais encore une fois, ça prête à discussion, hein. Il y en a peut-être qui enlèvent il y a des praticiens qui enlèvent systématiquement les amalgames pour faire des composites, hein. C'est chacun sa pratique. oui, puis peut-être tout simplement que le patient n'est pas toujours enclin à déposer forcément tous ces amalgames pour faire des restaurations collées. Ah oui, C'est ouais, voilà. Oui, oui. Et puis c'est surtout qu'en général, bah, je pense que ça nous est tous arrivé, mais un patient qui arrive qui a pas mal, qui vient pour le côté esthétique, changez-moi l'amalgame, etc.
Vous enlevez l'amalgame, vous mettez un onlay, sa dent est magnifique, mais vous réveillez des sensibilités. Bah là, c'est jamais trop bien vu quand le mec arrive, il a pas mal, il repart, il a une belle dent, mais bon, on met un peu d'anti-inflammatoire, ça finit par passer, mais enfin voilà, moi, il y a des fois où je me suis dit, si je dois dévitaliser, j'ai tout gagné, quoi. Donc voilà, en fait, j'enlève pas forcément, plutôt pour l'aspect biologique, ouais. Pour faire énormément de collage, je partage à 100% ton avis, parce que les sensibilités suite au collage d'un onlay en remplacement d'un amalgame, Ouais. certes pas forcément joli, pas forcément ajusté, etc., parfois on a des surprises, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, puis le patient, c'est pas. Bon, en général, ça se solde très bien. Mais quand vous avez vendu le truc en disant vous arrivez avec une dent grise, vous repartez avec une dent magnifique. Par contre, vous pouvez pas boire de l'eau froide. Bon, voilà, ça passe moyen. Donc, moi, c'est vrai que là-dessus, en postérieur, je joue la sécurité. Alors pour poursuivre et pour clore ce sujet-là sur ton cas où il y avait l'amalgame, est-ce que du coup tu as scellé, comment tu as assemblé la prothèse C'est dessus? pareil, c'est de l'IMAX, donc c'est collé au Relay X. Sur l'amalgame, du coup. Alors, ouais. Oui, franchement, oui. Quand j'ai assez de support, il faut pas que ce soit au niveau d'un joint, mais quand il y a du support dentaire partout, oui, je colle sur l'amalgame pour le coup. La surface de collage, elle est quand même largement assez importante sur les parois dentaires. Ok. Oui, de toute façon, à partir du moment où tu as ton bandeau d'émail, Voilà, c'est rien ne ça. t'empêche de coller amalgame ou pas. Je comprends. Voilà. Mais c'est vrai que si c'est un amalgame situé au niveau cervical, effectivement, on est obligé de déposer Ok. ou de sceller. Ok. Et il y a une autre question. Alors, là, j'ai un praticien qui sollicite ton avis sur les full zircones parce que tu en as très peu parlé dans ta Ouais, présentation. c'est parce que j'en fais pas, ouais. Eh ben, c'est parce que j'en fais pas en CFAO. Sinon, moi, je suis à 100% full zircone. J'aime bien les STML parce qu'elles sont pareilles, dégradées. Mais sinon, j'en pose énormément en postérieur. C'est juste parce que j'ai pas le four pour les cuire que je les fais pas au cabinet. Mais sinon, en postérieur, pareil, toujours pour une question de remboursement et de tarif, je fais beaucoup de full zircone que je scelle souvent en STML. Ça dépend de la rétention que j'ai, ça dépend aussi du niveau de la restauration prothétique. Bon, voilà, il y a tous les paramètres biologiques à prendre en compte. Mais sinon, moi, j'ai absolument rien contre la zircone. Pareil, zircone avec des chapes zircone stratifiées, même en antérieur, ça m'arrive d'en sceller, je trouve ça très beau aussi, hein. Non, non, j'utilise que des STML, par contre, maquillés. Je stratifie pas forcément en postérieur, mais je fais aussi beaucoup, beaucoup de zircone. Je les fais pas moi-même, c'est tout. Je partage ton avis. Il y a eu une vraie évolution avec la zircone, avec l'apparition des blocs tri-couches, Ouais. que ce soit avec la marque que tu as citée ou d'autres comme les Katana. Mm. Et surtout, au-delà de leur évolution esthétique, on a noté une vraie évolution dans la dureté du biomatériau. Elles sont quand Ouais, même beaucoup mécanique. plus, ouais, sur le plan biomécanique exactement. Elles sont quand même beaucoup plus souples qu'avant, si je peux dire ça comme ça. Le patient, il joue moins des castagnettes quand même. Ouais. Puis Voilà, l'antagoniste, elle s'en porte mieux aussi. c'est ça, exactement. Euh, une autre question pour toi qui touche au domaine cette fois-ci de l'implantologie. Est-ce que tu peux designer des guides et les sortir avec ton CEREC? Et est-ce que tu peux faire des couronnes provisoires supra-implantaires pour des mises en charge, mises en esthétique immédiate? Ok. Alors, l'implanto, c'est pareil, j'en fais un peu moins. Il me semble pas, non, on peut pas faire des guides implantaires avec le CEREX. C'est vraiment de l'impression 3D si on veut en faire. Par contre, les couronnes transitoires, oui. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Il existe des lingotins de céramique qui sont pré-perforés pour faire des prothèses transvissées. Donc, ça, c'est complètement possible de faire des couronnes provisoires. Donc, sur le modèle du wax up, par exemple, pré-perforé pour faire de la transvissée ou même de la scellée, hein, si on pose directement les faux moignons implantaires. Et on peut usiner dans du composite. Tout à l'heure, je disais qu'on peut usiner dans des matériaux hybrides. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi usiner dans du composite. Alors moi, c'est pareil, je le fais jamais, sauf pour les provisoires. Et c'est tout à fait possible, effectivement, de réaliser ces restaurations prothétiques en composite et de s'en servir en provisoire. Parfait, parfait, parfait. Euh,
D'ailleurs, je suppose, que, puisqu'on est dans l'implantologie, alors je ne sais pas si tu l'as déjà testé à titre personnel, mais on peut aussi probablement usiner les piliers anatomiques sur des secteurs postérieurs Avec le du CEREC? SS. Oui, avec du Ah oui, SSA. alors moi je fais moins d'implanto, hein. En fait, je fais que des cas simples en implanto. Oui, on peut, mais là, j'ai aucun recul dessus. Et même mon associé qui fait beaucoup de chirurgie implantaire utilise pas le CEREC pour ça, pour le coup. Ok, Donc, je peux pas trop t'en parler. ok, pas de souci. Bien voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Hélène, t'as pas, t'en as pas une autre? Non, les gens te remercient pour ta présentation synthétique et pertinente. Et Eh ben, merci à vous. C'est très gentil. Ça m'a fait je, plaisir. je partage cet avis. C'est une belle synthèse que tu nous as faite en 45 minutes. C'est super. T'as vu, j'ai à peu près respecté le timing, hein. Ah, mais je vois que tu m'écoutes, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci pour les commentaires pour Aria. Bah, écoutez, on aura plaisir à en refaire d'autres sur différentes thématiques qui ont trait à la dentisterie numérique. C'est vrai qu'on a fait certes, on a fait des webinaires un peu focus sur le chairside récemment, mais on va désormais s'axer un peu plus sur l'implantologie sur les prochains webinaires, où on va traiter véritablement tout le flux numérique en implantologie. Donc pour les praticiens que ça intéresse, on va vraiment partir de l'acquisition numérique des données jusque à la conception numérique du sourire, à l'avatarisation du patient, la planif implantaire pour chirurgie guidée et ou naviguée, et pour terminer, la matérialisation des prothèses avec l'impression notamment et l'usinage des guides, puisqu'un guide, ça s'imprime, ça ne s'usine pas, on est bien d'accord. Et puis savoir aujourd'hui si on peut imprimer des prothèses directement ou s'il faut passer par de l'usinage pour les embasses titane, pour les couronnes transvissées. Est-ce qu'on peut sortir des couronnes supra-implantaires full zircone, des bridges complets full zircone supra-implantaires? On essaiera de répondre à toutes ces questions. C'est un super Voilà. programme. Oui, ça va être sympa. On aura un programme assez dense autour de l'implantologie, donc ça va être très sympa. Alors, les dates ne sont pas arrêtées, mais je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis à nous faire un petit mail pour qu'on puisse vous intégrer à la mailing, ARIA, et, euh, et qu'on vous donne les dates dès lors qu'elles seront fixées. Mais a priori, sur le mois de mars. Voilà. Et puis, bien De toute sûr, façon, tous ces sujets seront approfondis encore plus lors de notre congrès ARIA au mois d'octobre 2024, donc du 3 au 5. impeccable. Et mon petit doigt me dit que Jeanne sera là. Mon petit doigt me dit aussi ça. Voilà. Bon, je vous propose de clôturer ce webinaire, hormis s'il y a une ultime question, mais sinon, je pense qu'on peut tous aller dîner tranquillement. Nickel. Ben, merci à vous tous en tout cas pour l'attention. Merci à toi, Jeanne, encore pour ton temps et puis la disponibilité que tu as donnée pour Aria. Mais avec plaisir. Merci à tous et bonne soirée.